Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonjour. Et surtout aussi, bonne et heureuse année. Nous démarrons 2024. Il faut nous écouter pour comprendre. Continuez à écouter. Et de plus en plus, on est sollicité, de plus en plus, nous avons de bons retours sur l'émission. Nous ne pouvons que dire merci. Et gageons que 2024 soit une année, mais une année dans laquelle il n'y aura que des combats. Que des combats. Des victoires, on en aura, mais il faudra s'attendre à se battre. En tout cas, aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Yves Bonner, qui est le secrétaire général de la Fédération régionale du BTP, donc le FRBTP. M. Bonner, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Florent Grabin, merci de nous recevoir une fois de plus. Et en tout cas, je souhaiterais également donc, adresser mes vœux de bonne et heureuse année déjà à l'équipe technique, Zouk TV, aux téléspectateurs, et puis à l'ensemble des Martiniquais, et singulièrement donc, aux acteurs du bâtiment et des travaux publics, qui n'ont pas forcément eu la vie simple en 2023, et on espère que 2024 sera une bien meilleure année pour le secteur. Je me joins à vous pour souhaiter les vœux pour le BTP. Quand le bâtiment va, tout va. Le BTP, depuis des années, est secoué. On ne peut que leur souhaiter santé, oui, courage, et puis toupé. Parce qu'il faudrait vraiment on y bon toupé aujourd'hui jour pour essayer de tenir en entreprise. Et puis les salariés et autres. Mais bon toupé, nous va dire. Non, mais c'est vrai qu'il faut du toupet. C'est pas simple. Hein. La vie de chef d'entreprise dans ce secteur est compliquée. Elle n'a jamais été vraiment simple, mais elle s'est compliquée. Et je pense qu'il faut qu'on travaille tous pour remettre un petit peu de l'ordre dans le secteur. En tout cas, au niveau de notre fédération, c'est ce que nous allons essayer de continuer à faire. Nous allons bien sûr défendre les entreprises, les entrepreneurs, tout en proposant qu'on remette un peu d'ordre, et ça va passer par des actions. Hein. On ne va rien lâcher, et donc nous serons encore très présents en 2024. Le BTP a perdu le fonctionnement des actions. Il va m'entendre dans la prairie. Très bientôt, je le rejoins, défunt Joseph. Il avait le bagage pour ça. Il savait faire. Et il savait se faire respecter. Les anciens de l'époque savaient se faire respecter dans le BTP. Il y avait d'autres types de rapports, et c'est vrai que c'était des rapports qui étaient très francs, mais ils sont francs aujourd'hui. Hein. C'est pas différent de ce point de vue-là, du point de vue de la franchise. Par contre, il y avait d'autres pratiques qui ont aidé le secteur effectivement à se construire. Mais on essaye, notamment avec les syndicats de salariés, puisqu'on est dans des actions communes hein, aujourd'hui pour la révision, par exemple, des conventions collectives des ouvriers du BTP et des étames du BTP. Et puis on fait aussi du travail je dirais, thématiques sur nos grandes problématiques, et on essaie d'avoir des solutions, en tout cas, communes. Et c'est une autre époque, mais on a parfois les mêmes problèmes qu'on avait à l'époque, hein, avec certains de nos maîtres d'ouvrage, par exemple. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Pour conclure dessus, c'est pas pour me rajeunir ni parler d'anciens combattants. Je me souviens de la fameuse grève du BTP qui avait duré 8 mois. Qui s'est arrêté un dimanche après-midi dans un débat avec Mano sur RCI, Sergent Joseph, Marc Pulvar. Et c'est à ce jour-là qu'on a signé la sortie de crise sur RCI. Sacrée époque. Sacrée époque. Sacrée époque. On regarde, on a tiré quand même des leçons, hein, parce que 8 mois de grève ne fait du bien à personne. Et donc, on essaye aussi d'éviter d'arriver à ces situations extrêmes. Mais il faut que chacun fasse des efforts pour qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a effectivement des entreprises qui sont dans la très grande difficulté. Et en termes de difficulté, 1 mois de grève. 1 mois de grève. On met 3 ans pour rattraper économiquement, je parle du salarié, pour rattraper économiquement oui. cette situation.
Non, il faut vraiment tout faire pour éviter d'en arriver là. Et même si les choses ne sont pas simples, hein, y compris avec les syndicats de salariés, on a eu à négocier l'année dernière un accord salarial qui a pris le temps cette fois-ci d'émerger, puisqu'il nous a fallu 4 séances de négociation, c'est assez inhabituel. Donc on voit bien que les temps sont durs et les temps sont plus compliqués. Mais il y a une bonne volonté, je dirais, de part et d'autre. Et en général, on arrive à trouver des solutions. Monsieur Bonheur, il y a 2 dangers dans le BTP aujourd'hui. 2 gros dangers. Nous donnons d'ordre public, qui sont dans la notion de qui dernier prix, qui vont des fois dans des tarifs anormalement bas. Il y a ceux qui veulent travailler, qui ont envie de travailler, qui n'ont plus de possibilités, qui vont se missionner sur ça. Aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde le tableau, presque tous les marchés sont infructueux. Pensez-vous qu'avec ça, on pourra aller de l'avant? Alors, on est dans une situation, je dirais, intermédiaire. On a connu une inflation qui était assez inhabituelle. Plus personne n'avait, je dirais, l'habitude de fonctionner avec une évolution rapide des prix. Donc, on a tous été surpris, entreprises, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Et donc, il a fallu que tout le monde s'ajuste. Alors, les entreprises, elles n'avaient pas d'autre choix que de s'ajuster très vite. Sinon, elles perdaient beaucoup d'argent. Donc, elles ont été les premières à réagir. Et puis derrière, il faut que toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de la construction aussi se mette au diapason et gère en fait des réalités que nous avons sur le territoire. Donc, ça prend du temps, c'est pas simple. Il y a parfois des opérations pour lesquels il y a des budgets qui sont établis depuis longtemps et qu'il faut réajuster à la hausse. Et on comprend que c'est compliqué s'il faut renégocier des financements, par exemple. Mais c'est la réalité, il faut faire avec. Et nous n'avons pas le choix. Alors, on a connu d'ailleurs une baisse significative des volumes de logements, notamment de logements sociaux, que nous avons pu produire. Sur les dernières années, on a atteint un seuil critique aujourd'hui et nous avons eu en décembre d'ailleurs 2 réunions sur le sujet avec les services de l'État, avec le préfet, avec les bailleurs sociaux pour la deuxième, pour pouvoir essayer de dénouer ces situations et de trouver des solutions parce que au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 2000 logements en stock, c'est-à-dire financés et non démarrés. Et c'est pas une situation qui est satisfaisante. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Ni pour les entreprises qui ont besoin d'activité à un prix normal, et ni pour les bailleurs sociaux qui ont besoin de conforter leur parc immobilier, et surtout ni pour les Martiniquais qui attendent ces logements. Alors, le deuxième volet, je vous le disais, c'est ça qui nie bœuf en pichette, qui connaît bœuf tranglé. Celui qui n'a jamais embauché ne peut pas parler de ce genre de choses. Le deuxième drame de nos entreprises, pas seulement du BTP, de nos entreprises, c'est ça. Le portable. Nous avons des salariés qui reçoivent beaucoup plus d'appels que la préfecture. Il y a des salariés, à la limite, c'est pas la peine d'embaucher un maçon, autant il y a travail avec Orange. Ils sont en contact permanent avec le portable. Et ça, je ne sais pas comment vous allez, vous les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, régler ce problème. C'est problématique, mais c'est dans tous les domaines, hein, pas simplement dans le domaine du travail. Il y a aussi des dérives dans les milieux scolaires, universitaires, et il faut vraiment qu'on prenne des mesures. Mais c'est à la fois un problème individuel, hein, chacun doit se discipliner, et puis peut-être qu'il faut qu'on donne des exemples. Hein. Moi, j'ai dans le cadre de cette émission, complètement, c'était mon portable. De toute façon, concentrons-nous sur les problèmes du bâtiment et des travaux publics de Martinique, au moins pour le temps de cette émission. Avant d'y aller, j'ai vécu. Chauffeur de pelle mécanique, Antibel Diop. Le gars, il pilote son engin, téléphone portable là. J'arrive, je le vois comme ça. J'appelle son patron, je lui dis, tu me dégages tout de suite ce monsieur. Ça peut se terminer en drame. N'oublions surtout pas que nous avons perdu un copain sur le chantier de Mao. C'est quoi son accidentel là? Il a perdu la vie au portable. Il était derrière le camion pour conduire
guider le camion. Madame lui criait, et il m'a en bras madame li. Il m'a en bras madame li. Donc c'est pourquoi je dis de plus en plus aux gens qui nous écoutent, quand vous êtes sur un chantier, quand vous êtes quelqu'un quel qu'on soit à côté, il y a des heures pour recevoir les appels. Et pour pas obliger, c'est pas parce qu'on ne peut pas répondre que la vie a arrêté. Parce qu'il y a surtout ça. Il y a des gens qui peuvent se casser une jambe pour répondre. Donc c'est devenu un drame. Mais c'est de l'autodiscipline, hein. Il faut se forcer. C'est vrai qu'on est pris dans un mouvement, mais vraiment la question de la sécurité est importante, hein. Sur les chantiers. Dans l'activité BTP, la sécurité est un problème. On le sait, c'est un secteur qui est assez accidentogène et on a fait beaucoup d'efforts, hein, ces dernières années pour apporter la sécurité. En termes d'équipement notamment. Mais il faut que les comportements individuels suivent aussi et nous aident en fait à assainir les pratiques et à faire en sorte que ce soit un secteur sûr. Parce que notre ambition, c'est quand même d'attirer de nouveaux salariés dans la branche. Et donc, pour ça, il faut que ce soit une branche qui soit considérée comme sûre. Et certaine. Et certaines, ça, c'est pour le boulot. Oui. Mais ça, on en reparlera. Parce qu'on a besoin de travail. Ça, qu'on l'a fait. Ça, qu'on l'a fait, effectivement. J'ai vu que le CERC. La CERC. La cellule économique régionale. Chapeauté par Yann Honoré. Yann Honoré, effectivement, président de la cellule économique régionale de la construction de Martinique. Oui. Et il y a une association CERC et FIDOM. Fédération des entreprises d'outre-mer, c'est donc une fédération qui rassemble beaucoup d'associations, de syndicats ou d'entreprises de tous les territoires ultramarins. Et c'est un outil intéressant, la FEDOM. Alors j'ai la chance d'être membre de la commission BTP Logement de la FEDOM. Et c'est un outil intéressant parce qu'il permet d'avoir une vision à 360 degrés sur l'ensemble du globe, puisqu'il y a des territoires ultramarins partout sur la planète. Et qui n'ont pas les mêmes logiques. Qui n'ont pas les mêmes logiques, pas les mêmes contraintes, pas les mêmes tailles, pas les mêmes trajectoires démographiques. Mais en réalité, ça permet de voir que, déjà sur cette question du logement, on a par exemple des dispositifs de financement qui sont identiques à La Réunion, en Guyane et aux Antilles. Alors que les problématiques, je dirais, sont très différentes. Je prends simplement l'exemple de la sismicité, puisqu'on a ces derniers temps une actualité qui a bien mis en lumière cet aléa. Il n'y a pas de sismicité, ou en tout cas elle est très faible en Guyane, alors qu'en Guadeloupe et en Martinique, elle est aléatoire et forte. Il y a une sismicité qui est potentiellement très forte. Et donc, on ne construit pas de la même manière et ça n'a pas le même coût. Et donc, aujourd'hui, le travail que nous avons aussi à faire, c'est d'expliquer qu'on ne peut pas avoir des dispositifs de financement, des mécanismes de financement strictement identiques pour l'ensemble des territoires ultramarins. Et on veut aller vers une territorialisation, donc une différenciation d'un certain nombre de politiques publiques en fonction des réalités des territoires. Là, vous organisez un séminaire, donc le 11 janvier 2024, là c'est dans pas longtemps. Objectif logement. Les entreprises s'engagent. Oui, alors la FEDOM, qui est à l'initiative d'un cycle de séminaires, nous avons la chance en Martinique d'accueillir ce premier de ces séminaires, mais il y en aura dans tous les territoires ultramarins. L'idée de la FEDOM est de voir comment, à partir donc des territoires, on peut aider le gouvernement à construire la suite de ce qu'on a appelé le plan logement outre-mer. Alors, c'est un plan qui était très ambitieux, qui prévoyait la construction d'énormément de milliers de logements. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui ont moins bien fonctionné dans ce plan. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train va établir en 2024 ce qu'ils ont appelé feuille de route pour le logement. Et donc, voir en fonction des priorités de chacun des territoires, comment on peut proposer un plan sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, de manière à ce que les besoins des différents territoires puissent être satisfaits. Et nos besoins en Martinique, on les connaît. Et donc, on va les exprimer le 11
autour de tables rondes qui vont rassembler différents interlocuteurs. Monsieur Bonheur. Monsieur Grabin. Est-ce qu'il ne faudra pas peut-être changer la géographie de la table? Table ronde. Alors, il n'y aura pas de table. On est exactement comme la Martinique. C'est l'un des départements français où il y a le plus de ronds-points. C'est pourquoi on tourner en rond comme ça. Séminaire, bravo. Mais finalement, quand on regarde les différents plans qu'on a pris par le passé, il y a pièces pas bien fait, il y a pièces pas qu'on fait feuille, il y a pièces pas pris. Il y a des choses qui ont fonctionné. Mais effectivement, tout n'a pas fonctionné. Il n'y a pas allé loin, non? C'est vrai qu'on a souvent l'impression de tourner en rond. Mais peut-être qu'il faudra d'ailleurs proposer qu'on change le terme table ronde. Et ça peut être d'ailleurs une proposition qui peut émerger de ce séminaire. Mais plus sérieusement, non, c'est vrai c'est un moment particulier parce qu'on est à la fin d'un plan qui avait été imaginé par le gouvernement, dans lequel on n'avait pas forcément eu notre mot à dire. Et on passe là à une nouvelle approche qu'il nous faut saisir, puisque les territoires sont aujourd'hui beaucoup plus impliqués dans la construction d'une politique publique qui va les concerner. Et donc, nous, on saisit cette chance. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une possibilité de dire des choses qui nous ressemblent, on va être présent, il faut que nous soyons présents pour pouvoir dire. Et nous préférons dire en ayant fait de la concertation locale, parce qu'il ne faut pas croire, sur ces questions qui ont l'air, je dirais, d'intérêt général et sur lesquelles tout le monde devrait en théorie être à peu près d'accord, sur les mêmes idées, on s'aperçoit qu'il y a des différences au niveau du territoire. Et il faut qu'on puisse dire, il y a aujourd'hui, par exemple, des maires qui ne souhaitent plus forcément accueillir des logements sociaux sur le territoire de leur commune. Mais il y a des lois qui font obligation de la chose. Il y a un quota SRU, mais il y a des communes qui ont déjà atteint ces quotas et sur lesquels il y a encore des sollicitations. Et peut-être que les maires sont hésitants à accueillir plus de programmes de logements sociaux. Donc il faut que nous, Martiniquais, nous mettions d'accord sur ces grands choix à faire, qu'est-ce qu'on veut faire, et puis surtout qu'on explique nos spécificités. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la sismicité. C'est quelque chose qui a un impact important sur le coût de construction. Et ça, il faut que ce soit pris en compte dans les mécanismes de financement, en tout cas mieux pris en compte. Alors, espérons, parce que finalement, c'est M. Hervé Mariton, ancien ministre. Oui, qui est président de la FEDOM. Oui, tout à fait. Il a été reconduit à la présidence de la FEDOM. C'est quelqu'un qui connaît bien l'outre-mer, qui en tout cas est très impliqué, puisque en tant que membre de la commission BTP Logement, on a souvent l'occasion d'interagir avec lui dans le cadre des travaux de cette commission. Et puis l'équipe FEDOM est aussi composée de gens qui connaissent bien l'outre-mer et qui prennent souvent le temps, je dirais, de consulter et d'interagir et de prendre la tâche des territoires. Et nous, on trouve ça intéressant. Alors, je vais juste donner encore une fois un exemple. La FEDOM a réussi à jouer des coudes pour pouvoir avoir une voix consultative dans un organisme qui s'appelle, alors il y a tellement d'organismes, mais celui-là s'appelle le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. C'est un organisme qui, en fait, émet des avis sur tous les projets de loi, d'arrêtés, de décrets qui vont sortir en lien avec la construction et l'efficacité énergétique. Donc c'est souvent, alors nous on est consultés au travers de la FEDOM, on a réussi à mettre en place un mécanisme. Alors il faut qu'on le fasse très vite, parce que au moment où on est consulté, on a souvent une quinzaine de jours pour pouvoir émettre un avis, mais on essaye de le faire en interrogeant les professionnels locaux. Et ça permet des fois de dire des choses, de défendre des positions. Ce qu'on n'arrivait pas à faire avant avec les collectivités locales, puisque les collectivités locales sont elles aussi interrogées, mais on s'aperçoit quand on écoute les plénières de la CTM par exemple, que nos élus sont amenés à donner des avis sur des textes qui ont déjà été votés par le Parlement, donc c'est trop tard.
Donc c'est bien aussi que les professionnels puissent jouer un rôle de la représentation technique, je dirais, du territoire. Et souvent, ils sont à côté de la plaque. Mais il faut qu'ils se fassent conseiller. Il y a des gens très compétents dans les collectivités locales. Donc il faut aussi que nos élus puissent entendre leurs techniciens. Mais c'est bien ce que je dis. Il faut leur permettre de pouvoir écouter pour comprendre. Oh, ce sont des messieurs, j'ai décidé que nous allons faire. Je connais tout. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Alors, je parle d'expérience. Il faut, oui, il y a pu avoir de ça. C'est pas réformé. Hein. Mais je pense qu'on est en train d'évoluer. En tout cas, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est aider l'écosystème à évoluer vers quelque chose de plus cordial, plus favorable. Et tout le monde va y gagner, en fait. C'est le territoire qui y gagne, c'est la Martinique, ce sont les Martiniquais qui gagnent derrière. Et si on arrive à faire ça, on a fait un grand bond en avant. Je constate une chose, les interventions ne devront pas durer plus de 7 minutes. Oui, on essaie d'être précis, concis, c'est la consigne. Parce que si on parle trop, on va redire les mêmes choses et puis on va endormir l'auditoire et on n'aura rien tiré de bon. Faut pas venir à doter. Non. C'est pas un club d'anciens, là. Il faut avoir préparé ces interventions. Donc moi, j'aurai la chance d'intervenir au cours de la deuxième table ronde, parce que c'est le terme. Donc sur la question, c'est une question qui anime un peu le territoire, c'est la question des équivalences de normes et du marquage RUP, région ultra-périphérique, des matériaux de construction. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours d'évolution et sur lesquels j'aurai l'honneur d'intervenir. Très rapidement, à propos de normes. Oui. Nous faisons des normes estampillées Martinique, estampillées tropicales. Et en face, nous recevons des matériaux de construction venant de l'extérieur sans ces normes-là. Alors, prenons le cas de la menuiserie, par exemple. Oui, alors c'est la grande mode. Les menuiseries, c'est un cas assez typique. Donc c'est le DTU 36.5 qui est un DTU, donc document technique unifié. Donc c'est un référentiel technique qui dit comment il faut choisir, comment il faut poser des menuiseries extérieures. Mais c'est un document qui effectivement est d'application dans l'Hexagone et les territoires ultramarins, ce qui n'est pas le cas de tous les référentiels techniques. Mais celui-là, il est effectivement étendu au Drôme, comme on peut lire dans le premier article. Et donc, il est applicable de plein droit à la Martinique. Alors, il faut savoir que ces référentiels techniques, puisqu'on l'évoque 2 minutes, ce sont des référentiels techniques, ceux-là en tout cas, d'application volontaire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'interdire aujourd'hui à un distributeur de matériaux d'importer des menuiseries extérieures qui ne répondent pas à la réglementation. Par contre, si l'assureur fait son travail jusqu'au bout, il va imposer que les menuiseries qui sont installées dans les maisons, dans les immeubles, etc., répondent à ces référentiels techniques. Puisque c'est en fait ce référentiel technique qui va garantir l'assurabilité de l'ouvrage. Donc voilà, l'enjeu il est là au niveau de la sécurité, parce que on ne crée pas des normes pour embêter les gens. On crée des normes parce que ça rend les produits plus sécuritaires, ça protège les gens et ça protège aussi les biens. Quand il y a un cyclone, par exemple, il vaut mieux avoir une menuiserie de qualité qu'une menuiserie... bon marché. Bon marché, parce que bon marché qui a coûté cher. Très cher, comme nous savons. Très cher de lait. Mais on n'est pas encore arrivé au stade où, demain matin, on respectera les normes, on respectera le citoyen. Il y a des progrès encore à faire. Mais il faut y croire, en tout cas il faut y travailler. Et merci aux pionniers, vous avez été, Monsieur Grabin, il faut dire les choses. En fait, ce qui va nous faire avancer, c'est de dire ce qui ne va pas. Alors il faut le faire de manière structurée, de manière respectueuse. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en guerre avec personne. En tout cas, s'agissant de notre fédération, nous disons des choses, nous les disons de manière claire, je l'espère, et de manière ferme, parce qu'il y a effectivement des problèmes. Maintenant, je suis agréablement surpris de voir que tout le monde maintenant est d'accord sur le constat. Ça nous a pris quelques mois pour y arriver, mais nous sommes d'accord sur le constat. Il y a des dysfonctionnements. Il faut passer dans l'application.
Il y a des dysfonctionnements et il faut régler ces dysfonctionnements. Et nous sommes aussi prêts à apporter des solutions. Il y a des solutions qui peuvent être imaginées par la puissance publique, il y en a qui peuvent être imaginées aussi par les entreprises. Mettons-nous ensemble pour pouvoir faire en sorte que ce secteur soit un beau secteur, que les jeunes aient envie de venir travailler parce qu'il y a du boulot. Et en plus, on nous en annonce beaucoup. Donc, autant faire en sorte que les dysfonctionnements cessent et que les entreprises puissent fonctionner, gagner de l'argent, parce qu'une entreprise, ça doit gagner de l'argent, et puis que derrière, les salariés de bonne rémunération, conformément à nos conventions collectives que nous sommes en train de réviser. Et tout le monde sera content. Dans cette affaire-là, on a surtout de la réhabilitation. Oui. On a un chantier de la réa qui est énorme. Sommes-nous prêts? Alors, c'est un chantier, effectivement, comme on dit, c'est un changement de paradigme pour le secteur de la construction. On a toujours eu tendance à considérer que la construction neuve, c'était la partie noble et que la partie réhabilitation, c'était un peu moins noble. Alors, aujourd'hui, les besoins vont beaucoup être des besoins réhabilitation. On a notamment un parc de logement, et ça va être l'objet des discussions aussi lors de ce séminaire, à réhabiliter. Aujourd'hui, on n'a pas forcément le tissu d'entreprise spécialisé dans ces travaux de réhabilitation. Il faut encore que plus d'entreprises viennent sur ce domaine de la réhabilitation. Il faut aussi que les prix soient corrects. On a les mêmes problématiques de prix dans la construction neuve que dans la réhabilitation. C'est pas simple de venir réhabiliter un faible nombre de logements. Aujourd'hui, il faut être à Macouba, demain, il faut être au Vauclin. C'est pas toujours simple. Donc, il faut aussi comprendre comment l'entreprise fait ses prix et comment il faut lui permettre de gagner sa vie. Parce que il faut que l'entreprise gagne sa vie et il faut que les opérations se fassent. Il y a des logements dans lesquels il y a des Martiniquais qui sont aujourd'hui améliorables, perfectibles. Et donc, il faut qu'on fasse ces travaux. Il y a des financements pour. Les bailleurs sociaux, notamment, ont de gros programmes de réhabilitation. Donc, mais le particulier. Et puis le particulier aussi, il faut peut-être des incitations fiscales. Et c'est là qu'un organisme comme la FEDOM peut avoir aussi son intérêt parce que la FEDOM est connectée à tout l'écosystème législatif, donc les députés, les sénateurs. Et c'est là aussi que beaucoup de choses se jouent. Parce que nous pouvons régler nos problèmes martiniquais ici, mais il faut en même temps qu'un certain nombre de problèmes qu'on a avec le national puissent être réglés. Et nos parlementaires sont importants. C'est pour ça que nous essayons au maximum d'avoir des relations, je dirais, régulières avec nos parlementaires, parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Et puis aussi donc des organismes comme la FEDOM qui sont bien représentés, qui peuvent faire du lobbying dans le bon sens du terme, pour pouvoir faire évoluer les dispositifs qui nous concernent. Et donc, si on fait ça, si tout le monde tire dans le même sens, on peut avancer. Et le côté qu'on paie la paix, il faudra qu'on le réforme. C'est un des cancers de notre profession. Allons être cash, allons être francs avec nous-mêmes. Il y a une vérité là. Il y a une vérité. Et je pense que si on est capable d'affronter nos vérités, de traiter nos mots, on va aussi avancer. Nous avons des choses à régler chez nous. J'espère, on n'a pas des statistiques, et j'espère que ce sont des choses marginales, on sait que ça existe. En tout cas, il faut faire en sorte, et tous les acteurs sérieux devraient faire en sorte que ces problématiques soient réglées en interne. Il faut laver le linge sale en famille. C'est urgent. Nous avons eu des morts. Oui. Nous avons eu des morts sur des chantiers marrons. Oui. Ces derniers temps. Donc il est urgent de mettre de l'ordre dans tout ça. Il y a toute une conformité administrative à avoir pour être entrepreneur. Si ce n'est pas respecté, on ne peut pas engager cette entreprise. Et souvent, ça peut déboucher sur la perte de son bien. Parce que là, on est un monde qui mord les cailloux. Ah oui. Et pour ne pas assurer, et ainsi de suite. Bonjour les dégâts. Non, il faut arrêter de prendre des risques et qui sont inutiles. Des fois, on veut essayer de gagner 3 francs 6 sous, comme on dit. Mais ça ne vaut pas le coup et ça ne rend pas service à la Martinique. Ça ne rend pas service au secteur du BTP. Et il faut qu'on sorte de ça. En tout cas, nous, on essaie de militer pour assainir ces pratiques
et faire en sorte que toutes les entreprises, après c'est les concurrences, nous sommes complètement transparents sur la question de la concurrence. Il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut que les entreprises fassent les prix justes qui leur permettent d'être rémunérés, mais il faut que le maître d'ouvrage derrière puisse avoir le bon prix, le meilleur. Alors le meilleur, c'est pas forcément le plus bas, ça on le sait aujourd'hui, mais il faut que le maître d'ouvrage puisse avoir le bon prix qui lui permette de réaliser ses ouvrages en fonction de ses budgets. À quand le bordereau de prix? Alors, on ne veut pas un bordereau de prix, minimum une série de prix. C'est compliqué à établir. J'arrive au niveau national, quel que soit le département, je sors le moniteur et j'ai les tarifs. Oui, mais c'est compliqué ici parce que il y a des tailles d'entreprises différentes. Donc ça veut dire qu'il y a des frais généraux qui vont être différents. Les plus grosses, en général, ont des frais généraux plus importants. Et elles peuvent gagner des affaires, c'est-à-dire être mieux disantes déjà, parce que parfois elles ont plus de technicité. Parfois, elles peuvent gagner aussi au niveau des prix pour des ouvrages importants. Il faut du volume en général pour que ces plus grosses entreprises arrivent à se placer. Et puis aussi, des fois, parce qu'elles ont de meilleures conditions d'achat. C'est-à-dire, comme ce sont des entreprises qui achètent de plus gros volumes, parfois, elles peuvent avoir de meilleurs prix. C'est la règle du jeu. Je regardais donc le programme. À aucun moment, j'ai vu une partie environnementale dedans. Alors, c'est la FEDOM qui a cadré son séminaire, puisque tous les séminaires dans tous les territoires vont être calqués sur le même modèle. Il est bien évident qu'aujourd'hui, la question environnementale est au cœur de la construction de logements, puisque c'est un séminaire sur le logement. Ne serait-ce que parce que les temps derniers l'ont montré, habiter dans des logements doit répondre à un certain nombre de normes qui sont en train d'évoluer. On parle de questions de confort, d'efficacité énergétique des logements. Alors, parce qu'ici, c'est la problématique parfois inverse de ce qui se passe dans l'Hexagone. Nous, on va chercher à ne pas climatiser, à ne pas dépenser de l'énergie qui est de l'énergie carbonée, comme on le sait essentiellement. On a un faible taux de pénétration des énergies renouvelables en Martinique. On espère que ça va s'améliorer, mais bon. Pour l'instant, on est sur une énergie qui est carbonée. Donc, moins on en consomme, et d'ailleurs, la publicité qui est faite par les énergéticiens, c'est « ne consommez pas mon produit ». C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, ne consommez pas l'électricité. Il faut les aller désigner. Je prends l'exemple de la menuiserie. Nous sommes dans une zone tropicale, bien ventilée. Nous mettons des carreaux de verre et nous climatisons. Pourquoi ne pas revenir à la persienne édite? Effectivement, ça fait partie des sujets qui sont en réflexion, et ça me permet de signaler aussi que il y aura sur l'année 2024 d'autres assises. Alors, je ne sais pas si la table va être ronde. En tout cas, on va s'asseoir avec les autres territoires. Non, mais il est solide parce que c'est un table que nous avons construit depuis un moment, avec les autres territoires ultramarins, et y compris des territoires qui sont avec des statuts très différents, comme la Nouvelle-Calédonie, qui est en article 74, enfin qui a même un statut très particulier. Et on va faire les assises de la construction durable en Outre-mer. Et dans ces assises de la construction durable en Outre-mer, il y a eu des ateliers sur tous les territoires, et puis là, il y aura sur 2024 une mise en commun. L'architecture et les modes de construction dits vernaculaires, c'est-à-dire des territoires historiques, des choses qui marchaient, comme les persiennes qui permettaient de ventiler les maisons, mais tout ça va être condensé dans un document qui va être présenté au gouvernement au Salon des maires 2024, donc en novembre 2024. Donc ça va être le livre blanc de la construction durable outre-mer, et la Martinique a eu des choses à dire, et nous aurons l'occasion encore de dire des choses. Mais il faut faire évoluer. Nous sommes d'accord pour l'évolution. Il y a des choses qui fonctionnent bien, qui fonctionnaient bien, qu'on a abandonnées. En termes d'évolution, revenons sur les logements collectifs. Nous connaissons des foyers qui sont rentrés dans ces logements-là depuis une cinquantaine d'années, qui ont fait des enfants, qui aujourd'hui ont de petits-enfants, toujours dans le même logement. Et mamie, obligée de monter au 4e, 5e étage, toujours pas même l'escalier. Quand il y a un ascenseur, bonjour les dégâts, il n'est jamais réparé.
C'est compliqué. On a ces situations qui ne sont pas satisfaisantes, puisque on parle quand même de la vie des gens. On connaît les problématiques de vieillissement, donc d'adaptation au vieillissement. Et cette année va voir le lancement de Ma Prime Adapt, qui est donc une évolution de Ma Prime Rénov'. Et donc, c'est une prime qui est donnée aux constructeurs, aux propriétaires, leur permettant d'adapter leur logement à la réduction de leur mobilité, leur propre mobilité, donc à leur physique. Donc, il faut voir comment on peut déployer ce dispositif assez largement ici. Mais dans nos habitats, la question de l'évolution et de l'âge a été insuffisamment prise en compte pendant très longtemps. Aujourd'hui, notamment tous les bailleurs sociaux s'occupent de cette question-là parce qu'on sait que les gens restent très longtemps et très vieux dans leur logement. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'équipements médico-sociaux qui permettent à nos seniors, je dirais, de quitter dignement leur logement pour aller être aussi dans des conditions dignes. Il n'y en a pas suffisamment. Donc ça, on sait qu'il y a un gros besoin là-dessus. Et donc, il faut que les gens puissent rester dignement dans leur logement, mais qu'ils aient une vie qui est des fois, il faut même déménager. si elle est un peu contrainte, mais en tout cas, il faut une vie déménager possible. cette personne. Et puis sinon, il faut déménager, mais c'est compliqué. Culturellement, c'est assez compliqué de sortir quelqu'un du logement dans lequel il a vécu toute sa vie. Oui, mais qui a arrivé à monter l'escalier. Non, mais nous savons. Ça nous fait comme étant parlant bail. Non, mais nous savons ça. Mais c'est compliqué parce qu'on gère des problématiques, je dirais, humaines, des choses sentimentales, des choses qui sont compliquées. C'est pas simplement de la technique pour dire je mets une douche à l'italienne sans ressaut, etc. C'est compliqué parce que les gens ont des habitudes de vie qu'il faut aussi savoir respecter. Mais on peut pas continuer comme on continue aujourd'hui. Il faut qu'on prenne des mesures et les décideurs sont en train d'en prendre parce que on voit la trajectoire démographique, on voit le vieillissement accéléré de notre population et donc il faut que le logement se mette aussi au diapason et qu'on adapte nos logements à nos réalités. L'autre facteur, c'est le foncier. Ah. C'est le gros problème du foncier. On a vu un événement qui s'est produit en Guadeloupe et nous saluons la population qui a réagi dignement. Un propriétaire qui est squatté par quelqu'un venant du national, qui squattait, qui était obligé de vivre dans la bouche, en babois, à l'entente. Et le propriétaire, l'État, personne ne voulait sortir ce monsieur de ce logement. Et au surplus, la préfecture proposait à ce propriétaire de lui trouver un logement. Et finalement, la population s'en est occupée. La justice est dite au nom du peuple. La population s'en est occupée, ce monsieur a dégagé. Alors, ce qui est bien, j'ai pas les détails de cette affaire. J'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux un certain nombre de vidéos. C'était pour la Noël. Bon, ce qui est bien, c'est une histoire qui visiblement se termine bien, même si elle a fait des dégâts. Je crois que le monsieur, le propriétaire, je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, il y a des situations très compliquées. Avec une femme enceinte. Avec une femme enceinte, etc. Mais bon, visiblement, c'est une situation qui est réglée. Il faut aussi que la loi, parce que il y a eu des lois qui ont beaucoup protégé, en fait, y compris les squatteurs. Il y a des choses invraisemblables. Alors là, mais invraisemblables. Mais quand on regarde au niveau national ce qui se passe, ici, ça commence à démarrer, mais là, quand on regarde ça là-bas, on va mettre la main en tête. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire de Guadeloupe, c'est que la population s'est mobilisée de manière très responsable. Oui. Et on voit, et ça montre aussi à tout le monde qu'on peut se mobiliser de manière très, très ferme, mais aussi de manière très responsable. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de débordement ni de violence. Il n'y a pas eu. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu des insultes. Normal. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de violence. Et en tout cas, on peut se féliciter que cette famille va pouvoir prendre un nouveau départ en 2024. Question foncière. Oui, le foncier, c'est vrai. Question gros chantier.
nos 25 communes du littoral seront impactées par l'élévation du niveau de la mer. Oui. Toutes les parties basses sont concernées. Donc il y a toute une partie qu'il faut déloger et faire reculer, côté. Bon, il y en a qui ont trouvé la solution, on sera moins nombreux, donc il y aura moins de ceux déplacements. Ceux qui ont trouvé la solution, ils prennent un billet en France et puis ils vont descendre en France. Eh ben voilà. Il y a de ça. Hein, alors, ça nous prend au nez. Il y a vraiment de ça. Alors, la question de l'habitat littoral, du recul du trait de côte et des risques de submersion marine plus fréquents, c'est notre réalité. On sait qu'il y a une bonne partie du bâti territorial qui est sur ces zones basses littorales. Il y a des simulations, donc on sait, aujourd'hui on sait, c'est pas comme si on savait pas, nous savons. Vous parlez de simulation, là, à la Noël, Californie, on a eu des vagues de 12 mètres. Oui, Californie, j'étais sur Californie-Lamentin. Non, pas c'était Californie-États-Unis. De toute façon, Californie-Lamentin, si nous n'y avons bonne vague, nous aurions bon faire aussi. Oui, c'est une zone basse. Il y a des zones basses sur Californie. Alors, c'est quelque chose. Alors, c'est compliqué parce que ce sont des phénomènes, la montée du niveau des océans, qui sont lents, qui sont inéluctables. On sait que même si aujourd'hui on règle nos problèmes d'émissions de dioxyde de carbone, ça va de toute façon continuer pendant un moment, parce qu'il y a de l'inertie. On sait que ça arrive, on connaît le résultat final, mais on a du mal à prendre des décisions aujourd'hui pour les générations futures. On a un autre exemple, ce qui s'est passé aux Trois-Îlets. C'était prévisible. Et c'est un phénomène qui va s'amplifier avec le réchauffement climatique. Il y aura des choses, il y aura de la casse. Ce qui est clair, c'est qu'on a construit un peu comme on pouvait, beaucoup en Martinique, souvent en n'ayant pas pleinement connaissance des sols, notamment sur lesquels on construisait à l'époque. Donc il y a des situations qui sont pas satisfaisantes aujourd'hui et qui vont poser des problèmes. Il y en aura encore. Hein, donc il faut s'attendre à des sujets. Trois-Îlets, j'ai tenu à me rendre en fait sur place, sur les lieux, rencontrer les sinistrés, discuter avec ces personnes. Ce sont des véritables drames. Hein. Et il faut que nous soyons tous conscients de notre responsabilité quand nous construisons. Donc, il faut savoir où nous construisons. Il faut savoir comment nous construisons aussi. Et donc, c'est pour ça que ces questions de qualité et la responsabilité derrière des entreprises de travaux, de bien faire les choses, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, tous ceux qui travaillent comme moi sur les risques sont très attachés à cette notion de qualité construction. Nous avons du pain sur la planche. Beaucoup, mais c'est intéressant. Mais ce qu'on veut surtout aussi, c'est entraîner les jeunes générations, faire comprendre les enjeux. Parce que les problèmes, il y en aura, allez, toujours. Mais il faut Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oui, en tout cas, voilà, c'est ça. Il faut privilégier les solutions. Et moi, j'ai pour habitude de dire que les combats que j'essaie de mener, ce ne sont pas des combats contre, ce sont des combats pour. Et rien qu'en changeant, en fait, ce paradigme, on se donne une autre énergie. On arrive souvent à entraîner plus de gens quand on réussit à les convaincre. Et puis, ça fait des combats qui sont beaucoup plus nobles et parfois plus faciles. On se facilite la tâche en ayant des combats pour. Et ça donne une positivité. On a besoin de positivité à Martinique. Le BTP a besoin de positivité. On a besoin de travaux. On a besoin que les dysfonctionnements soient réglés. J'insiste là-dessus. Mais on a aussi besoin de positivité parce qu'il faut qu'on attire des jeunes. C'est un de nos gros enjeux aujourd'hui, on le sait depuis longtemps, c'est attirer des jeunes Martiniquais vers le BTP et je profite de l'antenne pour lancer à nouveau un appel. Les métiers du bâtiment et des travaux publics sont des métiers formidables, nobles. Moi, j'ai eu la chance de tomber dedans très jeune, c'est ce que je voulais faire. Mais on arrive, et aujourd'hui, en discutant, mais ça demande beaucoup de boulot, on arrive à convaincre des jeunes. Et j'ai eu la chance aussi, très récemment, de me rendre au lycée La Jetée, au François, dans le cadre d'une association d'anciens du lycée de Trinité, section génie civil du lycée de Trinité. Donc, on a une association d'anciens élèves.
Et on essaie d'aider, de nous rendre disponibles pour la jeunesse qui souhaite venir dans ces métiers. Et on a fait une très belle opération. On a remis on a eu la chance de disposer d'ordinateurs qu'on a pu remettre à 4 jeunes qui sont, et sur quelque chose qui est essentiel, dans l'économie de la construction, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont établir les prix. Et c'est important que nous établissions les justes prix, parce qu'il faut, encore une fois, je le répète, que les entreprises de BTP, comme les autres, gagnent de l'argent. Il ne faut pas que lorsque nous embauchons des maçons, qu'on soit convaincu que finalement, on a en face de nous un comptable. Et souvent, malheureusement, pour le BTP, comme dans beaucoup d'entreprises, nous embauchons des personnes qui sont des comptables. Il faut respecter la technique. J'ai une passion pour tout ce qui est manuel. On a beaucoup dénigré, en fait, tout ce qui est manuel. Quand je dis comptable, c'est pas mon... Non, non, mais... Je vais raconter, ça comme on va je sais pour qui Mercedes là, l'autre... C'est pas ce qui est important. Chacun et chaque chef d'entreprise gère ses profits quand il en a, comme il veut, comme il le souhaite. C'est par contre important de respecter l'ensemble des salariés, parce que une mauvaise histoire avec des salariés qui n'ont pas été traités correctement se répand et fait du mal à tout le monde. Et aussi, il faut préserver les ressources financières des entreprises, parce que les entreprises de BTP ont besoin de ressources financières importantes. Parce qu'elles brassent beaucoup d'argent sans souvent gagner beaucoup, mais elles doivent brasser beaucoup d'argent, donc il faut un fonds de roulement, comme on dit, important dans cette activité. À propos d'activité, à propos de fonds de roulement, on sait que les entreprises servent de banquiers, ceux qui n'ont pas déposé leur décompte avant le 18 décembre. Auprès de c'est quoi, des donneurs d'ordre public? Des donneurs d'ordre public. Jusqu'au 18 décembre, on dépose les décomptes pour être payé en janvier. Et après le 18, on est payé en avril. Alors, là, c'est une dérive, en fait. C'est une dérive. C'est une dérive bien de chez nous. C'est vrai que la comptabilité publique est une comptabilité annuelle. Donc, on est bien d'accord que il n'y a pas... On vote chaque année un budget. Mais souvent, les collectivités locales votent leur budget très tard. Alors que s'il n'y a pas d'obligation de voter ces budgets en la loi dit au plus tard mars. Mais il y a eu des exemples de collectivités, y compris de collectivités majeures, qui avaient voté leur budget dès le début d'année. Cap-Gras a été le premier, défunt Cap-Gras. Milo a été le premier à le voter en décembre, ce qui fait que les ordres de service partaient dès la première semaine de janvier. Donc c'est possible. En réalité, il faut changer les habitudes. Pour le vouloir. Mais je crois qu'il y a une volonté, en tout cas dans certaines collectivités, de changer les habitudes. En tout cas, on se félicite de ce mouvement et on encourage tous ceux qui veulent changer les pratiques à partir du moment où elles vont dans le bon sens et qu'elles simplifient la vie des entreprises. Félicitations à ceux qui entreprennent ce chantier et bon courage. En tout cas, ils ont notre soutien pour y arriver. Alors, question pratique, parce que quand je parle de Milo, défunt Cap-Gras, ça avait écouté pour comprendre. C'est le thème de l'émission. Oui, mais lui, il écoutait. Or, malheureusement, aujourd'hui, quand nous regardons le fonctionnement de nos dirigeants, ils n'écoutent pas. Et ils ne sollicitent pas. Et la loi, c'est une obligation de la loi, L300-2 du Code de l'urbanisme, la concertation. On ne le fait pas suffisamment. On est d'accord, on ne le fait pas suffisamment. Il y a beaucoup de méfiance, en fait, entre la sphère publique et la sphère privée. C'est quelque chose que je constate. Mais il faut que ça change. Et il faut que chaque partie mette du bon sens. De l'eau de coco dans son rhum. Dans son rhum. Et puis, c'est pas mauvais, ça, le coco avec le rhum. Avec modération, le rhum. Non, modération, par exemple, à Vini, en tout cas, non, en tout cas, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il faut multiplier ce dialogue parce qu'on peut pas rester dans la situation dans laquelle on est. Et je pense que tout le monde a compris ça. Monsieur Bonner, c'est grave. On a de quoi refaire plusieurs immeubles dans nos conversations, mais nous n'y entendons pour chaque bagaille là. Si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle? Ma conclusion, c'est rentrons dans cette année 2024 avec beaucoup de confiance,
avec une détermination et une volonté de mieux faire. Je crois aux politiques de petits pas. On ne va pas tout régler d'un coup. En tout cas, merci à Zouk TV de nous accueillir et de nous permettre de véhiculer ces messages. Et je crois qu'effectivement que l'émission est de plus en plus regardée parce que on nous fait souvent des retours quand nous avons l'occasion de passer ici. En tout cas, nous allons répondre aux invitations quand elles nous seront faites. Et on souhaite vraiment que tous ceux qui viendront ici auront un discours positif et un discours qui élève la Martinique et qui élève le Martiniquais. Merci. Il faut monter en puissance. Et comme je disais au début, si nous voulons faire avancer ce pays, c'est souvent nos élus ont tendance à penser, parce que nous avons critiqué leur action, que nous sommes contre eux. Et pour pouvoir être parvenus à obtenir des résultats qu'aujourd'hui nous commençons à voir grossir, au début je vous disais santé, courage. Maintenant toupé. Si vous pas ni toupé, il en faut un peu. Pour donner bon toupé pour assis devant Bougla, pour faire regarder à hauteur d'homme. Comprenez? Le 28, ou sans révolutionnaire fonctionnel, le 28, ou pas touché. Le 31, il faut demander faire salaire là aussi. Ouais. Donc, si on n'a pas fait, si les cadres qui entourent les élus ne font pas leur métier pour payer les entreprises et ainsi de suite, on ne peut pas payer les salariés. Et ces mêmes salariés ne peuvent pas offrir à leurs femmes. Là, nous finissons dans la période de fête. Il y a un lot qui peut arriver à payer Madame Yo en coupe chivée. Et il y a un tas qui nous regardent aujourd'hui qui ont 2-3 mois de salaire en retard. Il y a de ça, oui. Ça, c'est pas bon. Et un salarié qui n'a pas son salaire, vous n'avez aucune autorité dessus. Aucune autorité. Donc, nous commandons ces bougs-là, ni touper, à forcer ces bougs à faire travailler. Merci encore, à très bientôt.